La performance de la France est, semble-t-il, en décalage avec son image. Ce décalage entre la situation réelle des Français et l'image qu'ils ont de leur pays génère des difficultés, bien sûr, à prendre en compte la réalité. On a le sentiment que, fort d'un passé tout à fait prestigieux, bien sûr, qui a eu la France, mais qui est disparu, eh bien, les Français ne savent plus très bien qui ils sont et où ils vont. Quelle corrélation peut-on faire entre gouvernance, lien social et performance? Eh bien, c'est ce que va nous dire maintenant Jean-François Chantaro. Monsieur Chantaro, bonjour. Bonjour. Voilà, vous faites une petite manipulation parce que vous allez effectivement manipuler vous-même aussi vos slides. Vous êtes directeur général et fondateur de l'Odis, L-O-D-I-S. Qu'est-ce que l'Odis exactement? L'Odis a une activité, comprendre et construire le lien social, et une expertise que nous avons rassemblée dans les modèles de l'intelligence sociale. Bien. Alors, pour comprendre la corrélation qu'il y a effectivement entre lien social et performance économique, vous avez créé deux agrégats. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà de quoi il s'agit? Et d'abord, peut-être nous dire quelles sont vos définitions, parce que c'est important pour qu'on comprenne bien la suite, du lien social et de la performance. Et le lien social, c'est le savoir-être ensemble. Le micro un tout petit peu plus près, s'il vous plaît, Jean-François Chantaro. Merci. Le lien social, c'est le savoir-être ensemble. Et la performance, c'est le savoir-faire et les résultats. Et donc, pour aller dans la compréhension du lien social et de la performance, nous avons recensé des indicateurs en France auprès de l'INSEE, en Europe auprès d'Eurostat, indicateurs de lien social, par exemple le divorce, les journées de grève, indicateurs de performance, ça peut être aussi bien l'innovation que le classement des services publics, que le taux de chômage. Et donc, nous avons agrégé ces différents indicateurs selon des mêmes formats, de façon à obtenir en France un classement des 26 régions, et en Europe, un classement des 25 États. Alors, je vais vous présenter les cartographies des régions françaises, puis les cartographies des pays européens. On va essayer d'analyser rapidement les positionnements respectifs des pays les uns par rapport aux autres pour essayer de comprendre pourquoi certains sont meilleurs en termes de lien social et en termes de performance que les autres. Alors, avant ça, je voudrais vous dire ce que sont trois grandes clés du lien social qu'on a pu identifier quand on analyse la position relative de chacune des régions et chacun des États les uns par rapport aux autres, on voit trois clés. La première dimension en termes de lien social, c'est l'affirmation identitaire. Quand on sait qui on est, par exemple on dit on est corse, alors on sait ce que ça veut dire d'être corse, ou on croit le savoir, on a le sentiment d'appartenir à un collectif. Et ce collectif est d'autant plus fort qu'il est défini par, non pas d'où l'on vient, par exemple d'une île, mais où l'on va. Quel est le sens que l'on trace, quel est le chemin que l'on veut suivre, quelle est la méthode selon laquelle nous voulons opérer pour atteindre nos objectifs. La deuxième dimension du lien social, c'est la transhumance. Transhumance quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, annuelle. Par exemple, à Saint-Tropez, il y a 5000 habitants en hiver et 50 000 en été. Donc là, c'est difficile d'être présent en permanence, et quand on n'est pas avec les gens, eh bien évidemment, on a plus de mal de construire du lien social avec eux. Et la troisième dimension, c'est le niveau d'urbanisation. Plus nous sommes nombreux, moins nous nous connaissons évidemment, et donc le lien social, ça va être d'abord un niveau de solidarité qui provient de ces trois dimensions. Est-ce qu'on connaît les gens? Est-ce qu'on a l'impression d'avoir quelque chose à faire avec eux? Et est-ce qu'on est là, tout simplement? Et quand on rajoute à ça la quantité d'interaction qui provient du niveau d'urbanisation, on arrive à comprendre que la complexité d'une grande quantité de personnes autour de nous, avec des gens qui sont très différents les uns des autres, entraîne pour nous des difficultés de nous recaler en permanence sur nos relations avec les autres, avec un rythme élevé. Et solidarité plus complexité, cette conjugaison-là nous donne une nature de savoir-être ensemble. Alors voilà pour le lien social, ça va être important pour décrypter ensuite les positions relatives des pays les uns par rapport aux autres. Alors j'entre maintenant dans la présentation de la première cartographie, les régions de France. Alors on va voir sur la partie basse du tableau les régions mal classées par rapport aux autres en termes de performance, en haut bien classées en termes de performance, lien social, mal classé à gauche, bien classé à droite.
Alors ça nous donne 4 grands types de régions, pour faire simple. Premier type, celles qui sont mal classées et en lien social et en performance. On retrouve là les îles, dont, enfin les îles et y compris le Nord-Pas-de-Calais. Certains d'entre vous faites partie de cette région, donc, qui a subi les chocs de textiles, des mines, chantiers navals. Et donc là aussi, on a eu du mal à se projeter dans l'avenir. On ne sait pas encore bien ce qu'est l'identité du Nord-Pas-de-Calais. On ne sait plus, on est en train de rechercher. Deuxième type de région, bien classée en termes de lien social, mal classée en termes de performance. On retrouve là Champagne-Ardenne. Champagne-Ardenne avec un système dans lequel on sait bien ce que c'est que le champagne. Hein. Champagne-Ardenne, on ne sait pas trop ce que ça a à voir l'un avec l'autre, d'ailleurs, en termes de sens. Et puis, en termes de champagne, évidemment, ceux qui sont dans cette industrie connaissent les positions un peu de caste, avec une certaine noblesse pour certaines catégories de personnes qui, évidemment, ne sont pas propices à franchir les barrières sociales. Alors, troisième catégorie de régions, celles qui sont bien classées en termes de performance par rapport aux autres et mal classées en termes de lien social. On voit que l'Île-de-France se détache, je vais y revenir tout à l'heure. C'est particulièrement important ce positionnement de l'Île-de-France. Et puis on retrouve toute une série de régions qui sont bien classées en lien social et en performance. Alors il y a 3 enseignements à tirer de cette cartographie. Le premier, c'est qu'on trouve une corrélation entre le positionnement en termes de lien social et le positionnement en termes de performance. Toutes les régions sont là dans cette diagonale avec un positionnement relativement identique. Alors, je vais vous épargner l'analyse de chacune des régions. Par contre, je vous propose de descendre en piqué sur la Franche-Comté. Quand on essaie de s'interroger sur ce qui fait les meilleurs positionnements que d'autres, eh bien, on essaie de regarder ce que font les meilleurs. Alors évidemment, on pose la question un peu à tout le monde, mais je vais vous parler de la Franche-Comté un instant. La Franche-Comté, les Francs-Comtois nous disent, mais on n'est pas du tout étonnés par ce positionnement. Ah bon. Oui, parce que chez nous, nous sommes dans une culture de la vigilance, de la remise en question, on est capable d'innover, on ne prend pas les règles telles qu'elles sont, on essaie de les comprendre, de les dépasser pour faire mieux, tout en respectant autrui. Alors, ah bon? Mais d'où ça vient cette culture? Pourquoi on ne serait pas comme ça ailleurs? Et ils nous disent, c'est très simple, chez nous sont nées les coopératives au XIIe siècle. Alors qu'est-ce qu'une coopérative? Vous le savez, on n'a pas les moyens de faire chacun de son côté quelque chose, alors on met en commun nos moyens de façon à produire ensemble un service pour autrui. Et donc, ces coopératives, je ne suis pas en train de vous dire qu'un mode coopératif est nécessairement plus performant qu'un mode d'une autre forme d'entreprise. Cela étant, ça veut dire que quand on construit un type de structure qui organise la réflexion, qui organise la circulation de l'information, qui oblige à entendre des personnes différentes de nous, eh bien, au bout d'un moment, vous pouvez retirer les structures, la culture de vigilance, d'attention portée aux personnes, portée aux faits, portée aux idées, persiste, perdure, et c'est elle qui engendre de la capacité à innover. Alors, Pays de la Loire, c'est la même chose, c'est là que sont nées les mutuelles. Alors, maintenant, je vous avais dit tout à l'heure qu'on essaie de regarder l'Île-de-France, qui pose question, parce que l'Île-de-France, évidemment, vient infirmer cette corrélation entre lien social et performance, et on peut se dire qu'il est possible d'être performant sans savoir être ensemble. Et donc ce serait là un modèle de développement, puisque évidemment la région francilienne est la meilleure en termes de performance. En France. Alors, première possibilité, on se dit... Je peux juste faire une petite remarque, si vous le permettez, Jean-François Chantaro. Je sais qu'en termes de performance, les postiers du Nord sont parmi les meilleurs. Je crois le savoir. Donc je remets un peu de performance sur le Nord-Pas-de-Calais, si vous le voulez bien. Donc bravo. Donc on peut se dire, pas besoin de lien social pour créer de la performance, mais essayons, pour comprendre ce qui se passe en Île-de-France, de regarder la France dans son ensemble. Et en France, qu'est-ce que l'on voit? On voit un premier phénomène qui est le flux migratoire de la région Île-de-France, qui, pour la première fois, est devenu négatif en l'an 2000. C'est-à-dire que cette région francilienne, qui depuis 1000 ans attire les énergies, attire les idées, est maintenant répulsive. À tel point que maintenant, le flux migratoire de l'Île-de-France positionne cette région en dernier par rapport aux 25 autres régions françaises.
Donc ça veut dire que quand on fait partir des énergies, il y a des chances que certaines idées s'en aillent, certaines possibilités d'innovation, certaines opportunités disparaissent. Alors on peut se dire, très bien, enfin il va y avoir un rééquilibrage des territoires français au profit de l'ensemble des régions. Et on va mettre un terme à cette concentration francilienne. Alors ça, ce serait ne pas regarder ce que nous dit le ministère des Affaires étrangères. En termes de statistiques, nous constatons là aussi depuis l'an 2000, et pour la première fois, que les courbes des expatriés se croisent. La plus grande partie des personnes qui partent en mission à l'étranger, des Français qui partent en mission à l'étranger pour le compte de leur entreprise, à l'issue de leur mission, préfèrent rester à l'extérieur. Alors on peut se dire, oui, évidemment, ce n'est pas une grande quantité de personnes, sauf que ce sont plutôt les cadres supérieurs, les gens qui sont les plus mobiles, qui ont des idées. Et donc on a des Hollandais qui viennent en vacances ici, mais nous, on a plutôt tendance à aller travailler ailleurs. Donc ça pose un problème. Et donc ça veut dire que potentiellement, la France serait en train de voir ses énergies s'en aller, ou bien ça veut dire que tout simplement c'est la mondialisation, et donc c'est normal, les Français s'en vont, et puis d'autres peut-être viennent travailler ici. Alors qu'en est-il? Nous avons fait, pour comprendre la position de la France en Europe, ce même exercice pour positionner les États de l'Union européenne. Alors, même exercice, on lit la cartographie exactement de la même façon, et la question, c'est où se trouve la France? Et la France se trouve là, dans le mauvais carré. La France est 12e en termes de performance par rapport aux 25 régions, et la France est 20e en termes de lien social. 25, Pardon? En 25 États. En 25 États, oui. 25 États. Donc Eurostat n'a pas encore les statistiques pour les nouveaux entrants, les plus récents. Alors, la France est déjà mal classée, mais en plus, on peut descendre en focale, plus spécifiquement sur ces petits pays, Estonie, Lituanie, Lettonie. Et vous avez vu tout à l'heure comment la dimension de lien social est corrélée avec la dimension de performance. Or, et que ce lien social provient pour une part de la taille de l'organisme, eh bien ces petits pays qui viennent d'entrer récemment en Europe, il y a toutes les chances pour qu'ils soient sur une lancée très dynamique et que peut-être bientôt ils dépassent la société française. Alors ça c'est pour la France. Maintenant si on regarde l'ensemble des pays, premier enseignement là encore, on retrouve ce positionnement corrélé entre le lien social et la performance, partout, sauf pour le Luxembourg, je vais y revenir dans un instant. Bon, restons-y sur le Luxembourg. Pourquoi, en fait, au Luxembourg, il y a une situation un peu similaire à celle de l'Île-de-France par rapport à la France, qui est qu'il y a une réglementation fiscale qui est très favorable au Luxembourg. Et le lien social, alors que c'est un petit pays, pourrait être de bonne qualité, n'est pas de bonne qualité. Et donc il y a comme une forme... Si j'étais tout seul devant ma glace, je dirais une forme de tricherie par rapport à une règle communautaire. Et le jour où cet avantage fiscal disparaît, il est possible que le Luxembourg voit sa performance chuter. Alors, un élément sur les grands pays d'Europe que l'on retrouve là au centre. C'est-à-dire que ces grands pays d'Europe, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, Espagne, France, sont plutôt dans une position d'inertie de l'ensemble de l'Europe et non pas de moteur. On parle du moteur franco-allemand, en fait c'est peut-être un frein franco-allemand. Alors c'est d'autant plus vrai pour la France évidemment qui est mal placée en termes de lien social, à peu près au même niveau que l'Allemagne en termes de performance, mais je rappelle, et vous vous en souvenez tous, qu'après la chute du mur de Berlin, les Allemands ont dû intégrer 20 millions d'Allemands de l'Est qui étaient dans une situation économique beaucoup plus délicate. Et quand ils auront fini d'intégrer et de faire monter à leur niveau ces personnes qu'ils ont reçues chez eux récemment, eh bien, l'Allemagne va s'élever dans ce classement. Pour l'Italie, c'est un peu différent. L'Italie, vous le savez, n'est pas pareil au sud et au nord. L'Italie du sud est pauvre, l'Italie du nord est très riche. Et donc, si on dissociait, là aussi, on verrait une Italie qui monterait vers le Royaume-Uni ou peut-être la Belgique. Je vois que pour Peter Koons et les Pays-Bas, ça se passe pas mal. Hein. Ça se passe pas mal, oui. Effectivement. Les Pays-Bas sont là, pour ceux qui veulent regarder. Et la question, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que ces pays sont mieux placés que les autres? Alors, un mot sur 2 ou 3 pays. En Irlande. L'Irlande était le dernier des 12 pays d'Europe il y a 20 ans. Et l'Irlande était en crise. Et
la société irlandaise a réussi à construire un diagnostic partagé. Tous ensemble, ils ont essayé de comprendre ce qui leur arrivait. Et ils ont construit un plan en 3 points, sur la base duquel il y a eu une union nationale et un gouvernement d'union nationale. Et donc c'est ça qui a réussi à faire que l'Irlande, maintenant, est dans une très bonne position, et en termes de savoir-être ensemble, et en termes de savoir-faire, et l'Irlande est très attractive. Et est devenue un terrain d'opportunité. Pour les pays scandinaves, Suède, Finlande, Danemark, ils étaient en crise financière dans les années 90. Et ils ont réussi à se sortir de cette situation de crise en faisant quoi? En définissant un mode de gouvernance particulier qui consiste à isoler, définir une mission très précise d'intérêt général, assigner des moyens à cette mission, trouver des compétences, des personnes capables de piloter cette mission, isoler ces personnes dans le cadre d'une agence gouvernementale et lui donner les pleins pouvoirs pour mettre en œuvre la mission qui préalablement a été extrêmement négociée et discutée. Et ensuite, évidemment, il y a des contrôles a posteriori. On vient regarder les missions parlementaires si les agences gouvernementales font bien leur travail. Mais ces agences n'ont pas besoin de s'en remettre à X personnes pour demander leur avis pour chaque décision. Vous savez, parfois, dans certains services publics, pour acheter une chaise, c'est très compliqué. Je vais peut-être vous raconter une anecdote d'un ministre qui est arrivé, je ne dirais pas où, pour ne pas dire qui, mais en tout cas, il arrive dans son ministère et puis il demande un fax dans son bureau. Alors on lui apporte un fax et puis il n'y a pas d'encre dans le fax. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le service général et on lui dit « je voudrais de l'encre ». Alors l'encre ne vient pas. Au bout d'une semaine, il rappelle. Alors là, on lui amène un nouveau fax. Alors très bien, bon, alors, il a son fax, ça va. Puis au bout de 2 semaines, qu'est-ce qui se passe? On lui amène l'encre pour le premier fax. Et donc, quand on est très structuré de cette façon-là, avec une difficulté de laisser les personnes vivre leur propre innovation et leur propre structure, alors on a des difficultés d'innovation au niveau global. Il nous reste 3 minutes. 3 minutes, j'aurais fini, presque. Premier enseignement de ces cartographies, il y a une corrélation entre le lien social et la performance, on le voit visuellement. Deuxième enseignement, la clé de ce bon positionnement, et en termes de savoir-faire et en termes de savoir-être, réside dans le mode de gouvernance. C'est le mode de gouvernance qui entraîne la nature du savoir-être ensemble, qui va entraîner notre capacité à nous parler, à nous entendre, à réfléchir, à inventer des idées nouvelles et à faire que ces idées soient appropriables par le plus grand nombre. Il y a un autre modèle qui réside dans une situation un peu monopolistique, qui peut durer tant que cette situation originale perdure. Le jour où cette situation et cet avantage handicapant les autres disparaît, alors les performances chutent, et ce qu'il faut faire pour prévenir, c'est inventer ce mode de gouvernance pour essayer de renforcer une capacité à organiser la circulation de l'information, à mutualiser les faits, les personnes et les idées. Alors pour conclure, on voit que la gouvernance est la clé et du lien social et de la performance, et il ne faut pas se demander si c'est l'un ou l'autre qui vient d'abord, ce n'est pas la poule ou l'œuf, vous connaissez la réponse à la question « qui est-ce qui est venu le premier ?» Mais la réponse est que c'est une mauvaise question. C'est qu'en fait, les deux sont venus progressivement l'un avec l'autre et s'enchaînent l'un dans l'autre. C'est pareil pour le lien social et la performance. Et donc ce qu'il convient de faire, à grande échelle, c'est d'inventer, installer une nouvelle dimension de la gouvernance. Ça veut dire, vous connaissez Descartes en France, « je pense donc je suis », eh bien il faut que nous pensions ensemble pour être ensemble afin de construire ensemble des performances. Ceci d'autant plus que nous sommes maintenant 6 milliards, qu'à l'ère du numérique, tout devient de plus en plus complexe, de plus en plus rapide, et donc ce qu'il nous faut faire, c'est inventer des nouvelles pratiques relationnelles dans la société, dans l'entreprise, et pour chacun d'entre nous, pour être capable de nous écouter, pour être capable d'entendre les faits, pour être capable de faire circuler l'information, d'apporter notre pierre, chacun d'entre nous, à l'ensemble du système. Alors je vous ai dit un mot tout à l'heure sur l'ODIS, qu'il y a des modèles de l'intelligence sociale. Nous sommes en train de céder ces modèles de l'intelligence sociale à une fondation qui s'appelle Odyssée, Organisation du dialogue et de l'intelligence sociale dans la société et l'entreprise. Cette fondation a une vocation,
installer des processus de dialogue dans la plus grande quantité possible d'organisations, dans la société. Nous regroupons aujourd'hui 400 personnalités de toutes les sphères, entreprises, associations, ONG, services publics. Artistique, vous m'avez dit également. Voilà, artistique. Et ces personnes m'ont demandé de vous remettre un avis recommandé en main propre. Organisez vous aussi le dialogue et l'intelligence sociale dans la société et l'entreprise. Merci Jean-François Chantaro. Merci à vous. Lien entre performance et lien social. Alors, même exercice, je me retourne vers nos panélistes. Alors, eh bien, écoutez, monsieur, nous vous écoutons. Bonjour, monsieur, vous avez un micro. Bonjour. Bonjour, Jackie Dalago, directeur d'établissement à Verdun dans la Meuse. Alors, j'ai deux questions. La première concerne la première diapositive sur les régions. On sait ce que l'État subventionne et aide pour le département de Guyane et pour la Corse. Et j'étais un peu surpris de voir dans le même carré la Guyane, la Corse et la Lorraine. Sachant que l'image de la Lorraine est un peu différente de celle de la Corse. C'est la première question. La deuxième question concerne cette fois les pays. Et je vais essayer d'établir un lien entre alors, performance... attendez, on va peut-être déjà le laisser répondre à la première, et puis ensuite vous poser la seconde. Très bien, merci. Alors, Jean-François Chantaro. Oui. Je vais vous demander un petit exercice difficile, c'est de regarder la salle et de tourner le dos à la personne qui vous a posé la question. Désolé. Voilà, et vous voyez sur les écrans. Il faudrait entrer dans une analyse approfondie de chacune des régions, bien sûr, mais juste en un mot, pour aller vite. En Lorraine, en fait, il y a deux grands pôles qui ne se parlent pas. C'est Nancy et Metz. À tel point que quand on construit le TGV, on met la gare où? Est-ce qu'on la met à Nancy ou à Metz? Alors on dialogue, on organise des réflexions, etc. Et où est-ce qu'on la met au final? On la met au milieu. Donc ni dans l'un ni dans l'autre. Alors ça ne peut pas générer de la performance. Voilà, bah la réponse est courte et concise. Merci Jean-François Chantaro. Deuxième question, allez-y. Est-ce qu'on peut imaginer que le service universel qui sera donc mesuré, calculé dans chacun des pays avec des règles qui ne sont pas encore complètement établies, si on a bien compris ce qu'a dit hier soir le président et Jacques Barrot, dans quelle mesure ce type d'études que vous produisez aujourd'hui, qui est remarquable, pourrait être pris en compte dans un pays pour justifier que les subventions, les aides ou les tolérances de la part de Bruxelles soient plus élevées qu'un autre pays? Est-ce que c'est une étude qui sera prise en compte? Nous avons publié la première partie de ce que je vous ai présenté, la cartographie des régions françaises, au journal officiel, dans un rapport qui s'appelle l'État social de la France, qui est préfacé par le ministre de l'Intérieur actuel, donc rien à voir avec le calendrier électoral, bien sûr. Cela étant, nous sommes en lien avec une grande quantité de décideurs de toutes les sphères. Nous présentons ces constats et l'idée, c'est que ces constats ne s'arrêtent jamais. Il s'agit de décrypter les raisons pour lesquelles certains sont mieux positionnés que d'autres, et donc il faut organiser une vraie réflexion interactive pour comprendre ce qui est à l'œuvre. Et donc évidemment, notre vocation, c'est d'organiser le dialogue à grande échelle en structurant le débat public, d'où ce projet de fondation. Merci Jean-François Chantaro. Alors monsieur, nous vous écoutons. Je vous en prie. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur, Brice Velti de Lille. Une question, est-ce que ce modèle pourrait s'appliquer à une entreprise ? Parce que quelque part, dans une grande société comme La Poste, on a aussi du lien social, d'ailleurs, pour preuve aujourd'hui. On a aussi la performance. Et est-ce que quelque part, on ne pourrait pas positionner les différentes grandes entreprises, en tout cas publiques ou anciennes entreprises françaises, sur ce modèle? Et où se situerions-nous, à votre avis? Alors, il y a deux questions. Ce que vous dites. Est-ce qu'il est possible de réaliser le même travail au sein d'une entreprise d'une part et entre entreprises de l'autre? Absolument. C'est très facile. On a identifié une série d'indicateurs que chaque entreprise peut décider de corréler les unes avec les autres. Il suffirait qu'on vous donne les formats auxquels positionner les informations que vous détenez dans vos systèmes d'information de façon à construire ce croisement et ensuite réfléchir entre vous sur pourquoi telle région est mieux placée que telle autre. Ça, c'est en interne. Pareil entre entreprises, très facile, et c'est d'ailleurs l'une des dimensions, pas essentielles, mais très importantes néanmoins, du projet de la Fondation. Et maintenant, la dernière partie de votre question, c'était... Pardon ? Prenez le micro. Où se situerait la poste, je ne sais pas. Ah oui. Là, il faut faire le travail. Je ne peux pas dire. Là, c'est un travail quantitatif. Les chiffres existent. Il faut les prendre, s'en servir, les triturer, et puis les analyser. Et ça, ce serait à vous de les analyser. Mais évidemment, ce serait un vrai travail très pertinent pour que vous réfléchissiez vous-même sur
vos propres pratiques managériales, vos propres pratiques relationnelles pour décrypter comment, pourquoi certains sont plus performants et essayer de chercher l'excellence managériale en identifiant les meilleures pratiques et en essayant de les modéliser ou au moins les faire connaître pour que chacun puisse décider ou non de s'en inspirer. C'est ce que nous avons déjà fait d'ailleurs lors de rencontres précédentes d'ailleurs où nous mettions en exergue de bonnes pratiques de managers sur scène pour qu'elles soient effectivement déployées sur l'ensemble du territoire. Alors monsieur, oui c'est à vous. Bonjour monsieur, allez-y. Bonjour. On critique beaucoup l'Europe pour sa lourdeur bureaucratique. Vous avez dit que c'était un souci lorsque les structures étaient trop établies. Et puis vous avez dit aussi que le lien social était difficile à créer lorsqu'on avait beaucoup d'entrants, comme à Saint-Tropez par exemple. Donc l'Europe s'agrandit, on va avoir bientôt peut-être la Turquie, d'autres pays. Est-ce que vous pensez que le modèle Europe pourrait être une dynamique à terme pour améliorer le lien social et la performance? Ou bien est-ce que c'est... Encore faudrait-il qu'il y ait ce modèle Europe. C'est-à-dire que la question c'est qu'est-ce que l'Europe? À quoi sert l'Europe? Comment doit-elle fonctionner? En réalité, elle fonctionne pas mal, elle parvient à s'élargir. C'est juste la France qui est mal positionnée par rapport aux autres. En ce moment, c'est pas inéluctable, il ne s'agit pas de verser dans la morosité, il s'agit de comprendre la situation si on veut se donner une quelconque chance de la modifier. Donc il s'agit de se dire, une fois qu'on a compris, on peut agir. C'est le maréchal Foch qui disait, la question la plus importante, c'est de quoi s'agit-il? Voilà, tout simplement parce que tant qu'on n'a pas compris le problème, tant qu'on n'a pas posé le problème, on n'a aucune chance de le résoudre. Donc le modèle européen, il faut l'inventer. Et donc au regard de ce que l'on voit là apparaître comme clé de la performance, qui consiste à organiser le dialogue, à mutualiser les informations, eh bien il est nécessaire de construire une nouvelle dimension à nos systèmes démocratiques, parce que face à la complexité, à la rapidité de la circulation de l'information, nous croulons sous une grande quantité d'informations et pour la plupart d'entre nous, nous sommes, et probablement même chacun, incapables individuellement de comprendre ce qui se passe dans le monde. C'est trop compliqué. Et donc, si on veut comprendre, il faut s'y mettre tous ensemble pour comprendre ce que chacun a compris, essayer d'entendre les informations, essayer de les croiser pour construire un raisonnement le plus approfondi possible. Et ça suppose d'organiser ce raisonnement à grande échelle. Et c'est ce que l'Europe pourrait probablement se donner comme projet, être capable d'inventer une nouvelle dimension à la démocratie qui consiste à organiser la réflexion collective, ce qui, dans l'histoire des civilisations, n'a pour l'instant encore jamais existé. Jamais nous n'avons su, d'abord réfléchir à titre personnel, c'est pas facile, réfléchir à plusieurs, pas facile non plus, mais alors réfléchir avec tout le monde, y compris ceux qu'on n'aime pas, ceux dont on sait qu'ils n'ont pas compris ou dont on pense qu'ils n'ont pas compris et qui pensent que nous n'avons rien compris, alors réfléchir avec tout le monde, avec des gens qui défendent des intérêts particuliers divergents, ça c'est très compliqué, ça suppose de structurer des mécanismes de réflexion collective. Et donc c'est ça le projet dont pourrait se doter l'Europe, et donc les personnes qui sont impliquées dans la Fondation Odyssée ont ce projet-là. Dernière question courte et réponse concise, s'il vous plaît, Jean-François Chantarot. Monsieur, on vous donne un micro. Allez-y, je vous en prie. Bonjour, Christophe Lombard, directeur d'établissement grand public sur Reims, donc dans la Marne. Une petite question concernant les sociétés nouvelles. Une société nouvelle, donc, qui n'a pas par définition une culture d'entreprise, un historique, peut-elle être performante au niveau économique? Eh oui, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, la dimension identitaire, c'est où on va et comment on y va. Et donc, si on est capable de se doter d'un projet dans lequel beaucoup de nos parties prenantes, nos collaborateurs, mais aussi nos clients, nos actionnaires, nos partenaires, se reconnaissent, alors on peut construire une dynamique à grande échelle. Ça suppose de bien définir ce projet et de bien définir le chemin que l'on va suivre pour atteindre des objectifs qui ne doivent jamais être des objectifs quantitatifs. Je conseille un certain nombre de grandes structures, quand on dit « je veux être le leader mondial de mon secteur » et que 30 ans après je le deviens, eh bien c'est là que bizarrement les gens qui ont travaillé pendant 30 ans s'en vont. Pourquoi? Parce qu'ils sont orphelins, ils ont atteint l'objectif et donc pourquoi on resterait? On n'a plus besoin d'être ici parce qu'on ne sait plus pourquoi on y resterait puisque l'objectif est atteint. Donc il faut toujours se donner un sens qualitatif qui consiste à s'interroger sur ce à quoi l'on sert à la plus grande quantité possible de personnes, c'est-à-dire à l'ensemble de la société. Parce que le résultat, et j'en terminerai par là, le résultat
d'une entreprise n'est que le résultat. Ça ne peut pas être l'objectif. Ce qu'il faut se donner comme objectif, c'est un objectif qualitatif, qui a du sens, dans lequel chacun peut se reconnaître et peut s'impliquer. Et quand on sait faire en sorte que chacun s'implique dans ce sens collectif, alors le résultat est au rendez-vous. C'est aussi le rôle des managers, sans doute. Merci beaucoup Absolument. Jean-François Chantarot. Merci au panel. Merci Monsieur Chantarot. Merci à vous.